8 ans, j'ai attendu un enfant. 8 ans, elle s'est fait avorter en secret. 7 fois. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai pris une décision qui nous a presque détruits tous les deux. Mes belles-mères nous a jetés à la rue alors que ma femme était enceinte de 9 mois. J'ai perdu mon poste, mon salaire a chuté de moitié et nous nous sommes retrouvés dans un taudis avec 1 000 € par mois pour survivre. Le bébé allait naître dans une semaine et je ne savais même pas comment payer l'accouchement. Mais c'est précisément au fond du gouffre que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Cette histoire vous montrera comment un homme brisé peut se relever, comment l'amour véritable se forge dans l'adversité et comment la vengeance la plus douce n'est pas la haine, mais la réussite. Vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dans la rue. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Étienne, un homme qui a découvert 8 ans de mensonges, imposé sa volonté par le contrôle, perdu tout ce qu'il possédait et finalement trouvé la rédemption là où il ne l'attendait pas. Installez-vous confortablement car ce récit de trahison, de chute et de renaissance va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Hier était un mardi ordinaire. J'étais assis dans les bureaux de la banque, fixant mon écran en essayant de me concentrer sur un énième rapport. Olivier, mon supérieur, planait comme toujours au-dessus de ma tête. Tantôt c'était le mauvais fichier, tantôt il fallait revérifier les chiffres. Rien n'était jamais assez bien pour lui. J'étais habitué à ce que ma journée de travail s'étire jusqu'à 19 h ou 20 h, sans la moindre reconnaissance. On fait simplement son travail, on touche son salaire, on tire la charrue. Je rentrais chez moi vers 20 h. Nathalie était assise sur le canapé, le visage défait, les yeux rouges. Je compris immédiatement, encore une fois, le test n'affichait qu'une seule barre. Je m'assis près d'elle, passai mon bras autour de ses épaules, lui dis que ça marcherait, qu'il fallait juste du temps. Elle se blottit contre moi, sanglotant doucement. Je caressai ses cheveux en pensant que 8 ans, c'était vraiment non. Mais que peut-être devrions-nous consulter un spécialiste, nous faire examiner tous les deux. Nous dînâmes en silence, puis restâmes assis dans la cuisine à boire du thé. J'engageai la conversation sur l'avenir. « Tu imagines, lui dis-je, quand nous aurons un fils, on inscrira au hockey ou au football. » Nathalie hochait la tête, souriait du bout des lèvres. Je racontais comment je lui apprendrais à faire du vélo, comment nous irions à la pêche ensemble. Elle écoutait et semblait se détendre un peu. Nous nous couchâmes vers minuit. Je la serrai dans mes bras, pensant que tout finirait par s'arranger. Et mercredi soir, Isabelle me téléphona. Je la connaissais. C'était notre gynécologue de quartier que Nathalie consultait depuis 5 ans environ. Une femme agréable d'une 50aine d'années, toujours calme. Mais à ce moment-là, il y avait une certaine confusion dans sa voix. Elle me salua, s'excusa d'appeler en dehors des heures de travail, puis demanda « Étienne, êtes-vous au courant des procédures de votre épouse ?» Je ne compris pas. Je redemandai aussitôt « Quelle procédure ?» Elle garda le silence une seconde, puis dit « Les interruptions de grossesse. J'ai 7 interventions notées dans son dossier au cours des 8 dernières années. » J'étais debout sur le balcon et ne pus articuler un mot. 7. Elle continuait à parler de déontologie médicale, qu'elle n'appelait jamais d'habitude, mais qu'elle avait des questions concernant les dates et voulait vérifier. Et moi j'écoutais simplement en sentant tout se glacer à l'intérieur. Je la remerciais, raccrochais machinalement. Le téléphone devint soudain lourd comme une brique. Je retournai dans l'appartement. Nathalie était assise sur le canapé et regardait une série. Je me plantai devant elle et demandai directement « C'est vrai ?» Elle leva les yeux, ne comprenant pas. « Quoi ?» « 7 avortements en 8 ans, dis-je. Le médecin vient de m'appeler. » Le visage de Nathalie devint blanc comme un linge. Elle ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Elle restait simplement assise à me regarder comme une bête traquée. J'attendis des explications. J'attendis 1 minute, 2. Elle se taisait. Alors je demandai plus fort. « 8 ans que tu me mens ? 8 ans que je croyais que ça ne marchait pas. Et toi, tu te débarrassais délibérément des enfants. » Nathalie bondit, se mit à crier que ce n'était pas ça, que je ne comprenais pas, que tout était compliqué. Je restais là à écouter sa crise d'hystérie, tandis qu'une telle colère montait en moi que j'avais peur de ne pas me contrôler. Je fis demi-tour et retournai sur le balcon. Je claquai la porte si fort que la vitre trembla. Je fumais cigarette sur cigarette,
alors que j'avais arrêté 3 ans auparavant. Mes mains tremblaient. Dans ma tête défilaient les images de moi achetant des vitamines pour la conception, l'emmenant aux examens, elle pleurant chaque mois. Et tout cela n'était que mensonge. Chacune de ces larmes larmoyantes sur nos échecs, un mensonge. Chaque « essayons encore » également un mensonge. 7 fois, elle était tombée enceinte. 7 fois, elle était allée se faire avorter. Et jamais elle ne m'avait rien dit. Quand je revins dans la pièce, Nathalie était assise par terre près du canapé et sanglotée dans un coussin. Je m'assis dans le fauteuil en face, attendant qu'elle se calme. Finalement, elle leva son visage, tout gonflé de larmes, et commença à parler de façon confuse. Qu'elle avait peur de perdre son travail, qu'au supermarché on l'aurait licenciée pendant le congé maternité, qu'elle n'était pas prête pour un enfant, qu'elle avait eu peur. J'écoutais sans reconnaître la personne avec qui j'avais vécu 8 ans. Je lui demandais « Tu ne pouvais pas me demander mon avis ?» Elle se tut, puis dit doucement que je n'aurais pas compris, que j'aurais insisté pour qu'elle le garde. Évidemment que j'aurais insisté, dis-je, c'était mon enfant aussi. Elle se remit à pleurer. Je me levai et allai dans la chambre. Je m'allongeai tout habillé, fixant le plafond. Je ne pouvais pas dormir. Toute la nuit, j'analysais chaque année, chaque moment, me remémorant toutes ces larmes, toutes les visites chez les médecins, toutes les conversations sur les enfants. Et chaque souvenir était maintenant empoisonné par le mensonge. Le matin, je me réveillais avant le réveil. Nathalie dormait sur le canapé, recroquevillée en boule. Je me préparais en silence, bus un café debout dans la cuisine et partis travailler sans même dire au revoir. Dans le bus, je regardais par la fenêtre en me demandant quoi faire maintenant. Divorcer? Pardonner? Mais comment pardonner? 8 ans de mensonges. Au travail, j'étais comme dans un brouillard. Olivier entra dans le bureau, commença à parler du rapport trimestriel, et moi, je laissais ces mots glisser sans les entendre. Il le remarqua, demanda « Tu écoutes au moins ?» J'acquiesçai, dis que j'écoutais, même si je n'avais retenu aucun mot. Il pinça les lèvres et sortit, manifestement mécontent. Je m'en fichais complètement. Vers midi, je n'y tins plus. J'appelai David, mon ami depuis l'université. Il est avocat, travaille dans un cabinet spécialisé dans le droit de la famille. Nous nous retrouvâmes dans un café près de son bureau. Je racontai tout, sans entrer dans les détails, juste les faits. Ma femme s'est fait avorter en secret pendant 8 ans. Je viens de l'apprendre. David siffla, secoua la tête et dit franchement « Divorce, mon vieux. Ce genre de choses ne se pardonne pas. » Je restais assis, remuant ma cuillère dans mon café refroidi, pensant à ces mots. Divorce, partage des biens, tribunaux. Et surtout, admettre que 8 ans de vie avaient été gaspillés. Je n'étais pas prêt pour cela. David voyait mon état, me donna une tape sur l'épaule et dit que la décision m'appartenait, mais qu'il ne fallait pas tergiverser. Soit tu pardonnes et tu continues, soit tu pars. Il n'y a pas de demi-mesure. Le soir, je rentrai à la maison et il régnait un silence pesant. Nathalie était assise dans la cuisine. Devant elle était posée une pile de papiers. Je m'approchai, vis des certificats médicaux, des dates, des tampons, des signatures de médecins, 7 en tout. Elle les avait disposés en ordre chronologique. Le premier 4 mois après le mariage, le dernier 6 mois auparavant. Je pris un certificat, lus les lignes sans pouvoir en croire mes yeux. Nathalie restait assise, la tête baissée, et parlait doucement, racontant chaque cas. La première fois, elle avait eu peur de ne pas s'en sortir. Nous venions juste de nous marier, nous n'avions pas beaucoup d'argent. La deuxième fois, au travail, on lui avait dit que les femmes enceintes étaient licenciées après la période d'essai. La troisième, je compris qu'elle ne voulait simplement pas. Et toutes les autres fois aussi. À chaque fois, elle trouvait une raison. À chaque fois, elle allait seule à la clinique. À chaque fois, elle me mentait ensuite sur l'échec. Je demandais « Mais pourquoi tu te taisais ?» Elle leva les yeux, rouge de larmes, et avoua qu'elle craignait ma réaction. Elle savait que je rêvais d'enfant. Elle savait que cela me briserait le cœur. Et elle dit alors ce qui m'acheva définitivement. Sa mère, Michel, lui disait de ne pas avoir d'enfant, qu'il était encore trop tôt, qu'il fallait construire sa carrière, préserver sa silhouette, ne pas gaspiller sa jeunesse. Et Nathalie écoutait sa mère plus que son mari. Je m'assis en face, posai mes mains sur la table et demandai directement à qui appartenait cet appartement.
Nathalie fut décontenancée, ne comprenant pas où je voulais en venir. Je répétais « À qui appartient l'appartement dans lequel nous vivons ?» Elle répondit doucement « À maman. Il est au nom de Michel. » J'acquiesçais. Donc pendant 8 ans, j'avais vécu dans l'appartement de ma belle-mère, qui manipulait ma femme comme une marionnette. Et Nathalie n'avait même pas essayé de résister. Le lendemain, Michel débarqua. Grande femme corpulente au visage perpétuellement mécontent. Je ne l'avais jamais vraiment appréciée, mais je la supportais pour Nathalie. Elle entra sans frapper, se rendit dans la cuisine et commença aussitôt à attaquer. Elle disait que je faisais pression sur sa fille, qu'elle était stressée à cause de moi, que j'avais le culot de lui reprocher quoi que ce soit. Je l'écoutais 1 minute, puis me levai et dis calmement « C'est une conversation entre ma femme et moi, cela ne vous concerne pas. » Elle resta bouche bée, Nathalie aussi. D'habitude, je me taisais quand ma belle-mère faisait ses numéros, mais maintenant je me fichais complètement de son opinion. Michel se rengorgea, commença à dire que l'appartement était le sien, qu'elle avait le droit de venir quand elle voulait. J'acquiesçais. Oui, l'appartement est à vous. Mais si vous venez encore une fois ici faire des scandales, je déménage et j'emmène Nathalie avec moi. Elle s'étouffa, dit que Nathalie n'irait nulle part et partit en claquant la porte. Nathalie restait assise, pâle. Je la regardais et compris qu'elle ne me choisirait jamais à la place de sa mère, qu'elle n'irait jamais contre Michel. Et cela m'acheva définitivement. Je partis au travail, même si c'était déjà le soir. Je m'installai dans le bureau vide, allumai l'ordinateur et commençai à travailler sur un projet que je repoussais depuis 1 mois. Un schéma complexe de crédit pour clients d'entreprise. Une multitude de détails, des calculs au 3e chiffre après la virgule. Je travaillais jusqu'à 3 heures du matin. Je ne pensais pas à ma femme, pas aux avortements. Simplement des chiffres, des graphiques, des tableaux. Ainsi passa 1 semaine. Je partais travailler à 8 heures du matin, revenais après minuit. Olivier essayait de me surcharger de tâches supplémentaires, comme d'habitude. Mais vendredi, il entra avec une énième demande de refaire le rapport de quelqu'un d'autre, et je le regardais et dis « non ». Il fut surpris. Comment non? J'expliquai calmement que ce n'était pas mon domaine de responsabilité. J'étais occupé par mon propre projet. Olivier fronça les sourcils, commença à faire pression. Il disait qu'il était le chef, que c'était lui qui décidait qui faisait quoi. Je me levai de mon bureau, le regardai dans les yeux et répétai « non ». Nous restâmes face à face pendant 30 secondes. Olivier ne s'attendait manifestement pas à une telle résistance. J'avais toujours été un employé commode. Je faisais tout ce qu'on me disait, je ne créais pas de problème. Je travaillais en heures supplémentaires sans supplément. Mais maintenant, je m'en fichais. Je pouvais même démissionner dès demain. Je trouverais un autre poste. Olivier se retourna et sortit, lançant par-dessus son épaule que nous allions en reparler. Je me rassis et continuai mon travail. À la maison, c'était glacial. Nathalie évoluait dans l'appartement comme une ombre, cuisinait, nettoyait, faisait la lessive. Mais nous ne parlions presque plus. Elle tenta d'engager la conversation à 2 reprises. Je répondis par monosyllabes. La colère avait disparu. Il ne restait que du vide. Je la regardais sans comprendre qui était cette personne. 8 ans durant, j'avais cru connaître ma femme. Il s'avérait que non. À la fin du mois, je terminais ce projet complexe, le présentais à la direction. Tous les chiffres concordaient, le schéma fonctionnait sans accroc. Le directeur de la banque, Raphaël, me convoqua personnellement dans son bureau et dit que c'était un excellent travail. 1 semaine plus tard, il me fit venir à nouveau et me proposa le poste de chef de service. Olivier partait dans une autre agence, un poste se libérait. Salaire supérieur de 30%, bureau personnel, équipe de 6 personnes. J'acceptais sans réfléchir. Raphaël me serra la main, dit qu'ils avaient confiance en moi, et ajouta qu'Olivier, d'ailleurs, était très opposé à ma promotion. Il disait que je n'étais pas prêt, mais les chiffres disaient le contraire. Je sortis du bureau du directeur et vis Olivier dans le couloir. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la rue. Je passai devant lui. Il ne se retourna même pas. À partir de lundi, nous serions collègues du même niveau. La justice, tu sais, c'est quelque chose d'agréable. La promotion changea beaucoup de choses. Nouveau bureau, nouvelles responsabilités, nouveaux statuts. Mais je rentrais quand même tard à la maison.
Maintenant pour de vraies raisons et non pour fuir ma femme. Le travail avait réellement augmenté. Nathalie continuait son travail au supermarché, rangeait les produits en rayon, passait les articles en caisse, souriait aux clients. Elle rentrait fatiguée, les jambes gonflées, s'asseyait sur le canapé et se taisait. Moi aussi je me taisais. 3 semaines encore passèrent dans cette atmosphère glacée. Je commençais déjà à m'habituer à cette vie étrange. En apparence une famille, en apparence ensemble, mais en réalité chacun de son côté. Et là je commençais à remarquer des détails. Nathalie se mit à rentrer en retard du travail. Elle disait qu'on lui avait demandé de rester, d'attendre une livraison ou de faire l'inventaire. 1 fois, 2, 3 fois par semaine. Elle rentrait à 21h au lieu de 19h. Je ne posais pas de questions au début, mais un ver du doute commençait à me ronger. Un soir, je décidai de vérifier. J'appelai le supermarché où elle travaillait. Je me présentai comme un client, demandai jusqu'à quelle heure ils étaient ouverts. On me répondit jusqu'à 20h. Je raccrochais et regardais ma montre, 21h, et Nathalie n'était toujours pas là. Je l'appelais. Elle décrocha à la 4e sonnerie. Sa voix était tendue. Elle demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis simplement « Où es-tu » Elle répondit qu'elle était au travail, qu'elle finissait. Je raccrochais sans un mot. Quand elle rentra à 21h, j'étais assis dans la cuisine avec un thé. Nathalie se déchaussa, passa dans la chambre, revint en vêtements d'intérieur, s'assit en face de moi. Je demandai calmement où elle était. Elle répéta qu'elle était au travail. J'acquiesçai et dis « Le magasin ferme à 20h ». Elle pâlit, commença à expliquer qu'elle s'était attardée avec une collègue, qu'elles avaient bavardé dans l'arrière-boutique. J'écoutais en comprenant encore un mensonge. Les mêmes intonations, le même regard fuyant, les mêmes justifications. Je lui dis franchement « À partir de demain, je viendrai te chercher à la sortie du travail tous les jours ». Elle ouvrit la bouche, voulut protester, mais je levai la main. Ce n'est pas négociable. Soit je viens te chercher, soit tu changes de travail pour un endroit où je serai sûr que tu es bien là. Nathalie serra les lèvres, acquiesça. Dans ses yeux se lisait du ressentiment, mais je m'en fichais. La confiance était détruite. Maintenant, il n'y avait plus que le contrôle. Et je commençais à contrôler. Je la récupérais après son service, la raccompagnais à la maison, demandais avec qui elle avait parlé, de quoi elle avait discuté, qui avait appelé. Je vérifiais son téléphone. Elle le donnait sans résistance, comprenant qu'elle n'avait pas le choix. Les messages étaient vides, rien de suspect, mais je ne faisais quand même pas confiance. 8 ans de mensonges m'avaient appris à ne pas croire sur parole. Nathalie commença à changer. Elle devint plus silencieuse, plus renfermée, cessa complètement de sourire. Elle évoluait dans l'appartement comme un fantôme, faisait tout mécaniquement. Je voyais cela, mais ne pouvais m'arrêter. À l'intérieur grandissait la peur que si je relâchais le contrôle, elle recommencerait à mentir, à cacher quelque chose. Au bout d'1 mois de cette vie, je pris une décision. Je rentrai plus tôt, à 19h, m'assis en face de Nathalie sur le canapé et dis « Tu as le choix. Soit tu démissionnes de ce travail et tu me donnes un enfant, soit nous divorçons. Il n'y a pas de 3e option. » Elle me regardait les yeux écarquillés, n'en croyant pas ses oreilles. Elle demanda doucement « Tu es sérieux ?» J'acquiesçai. « Absolument. » Nathalie se mit à pleurer. Elle disait que c'était injuste, que je n'avais pas le droit de la traiter ainsi, que c'était de la pression. J'écoutais en pensant « Et toi, avais-tu le droit de tuer 7 fois mes enfants en secret ?» Je ne le dis pas à voix haute, je répétais simplement « Décide-toi. » 1 semaine de réflexion, après quoi je demande le divorce. Le lendemain, Michel débarqua. Visiblement, Nathalie s'était plainte à elle. Ma belle-mère fit irruption dans l'appartement comme un ouragan. Commença à crier que j'étais un tyran, que j'asservissais sa fille, qu'elle ne le permettrait pas. J'étais assis dans le fauteuil, la regardais calmement en attendant qu'elle s'épuise. Michel hurla pendant 5 minutes environ, puis s'arrêta, attendant une réaction. Je me levai, m'approchai d'elle et dis très doucement « C'est notre famille, notre relation. Et si vous vous mêlez encore une fois de vos conseils, j'emmène Nathalie et vous ne la reverrez plus. » Elle recula. J'étais sérieux et elle le comprit. Michel regarda sa fille, attendant son soutien, mais Nathalie se taisait, la tête baissée.
Ma belle-mère fit demi-tour et partit en claquant la porte si fort que le plâtre tomba. Je retournai dans mon fauteuil. Nathalie leva les yeux. Il y avait de la peur dedans. Je n'avais jamais élevé la voix contre elle, jamais menacé, jamais exercé de pression physique. Mais maintenant, elle voyait un homme qu'elle ne connaissait pas, dur, inflexible, prêt à aller jusqu'au bout. 3 jours plus tard, elle rentra du travail et dit « J'ai démissionné ». Elle apporta son livret de travail, me montra la mention. Je pris le document, regardai. Tout était correct. Départ volontaire, pas de préavis requis. J'acquiesçai. Bien. Maintenant, ta tâche est de tomber enceinte et d'accoucher. Je n'exige rien d'autre de toi. Nathalie était assise au bord du canapé, froissait un mouchoir dans ses mains et se taisait. J'allai dans la cuisine, me servis de l'eau, la bus d'un trait. Je comprenais que j'exagérais. Je comprenais qu'on ne pouvait pas agir ainsi, mais je ne pouvais m'arrêter. Trop de douleur, trop de trahison. Le contrôle était le seul moyen de ne pas devenir fou. Je commençais à contrôler l'argent. Avant, nous avions un budget commun. Chacun contribuait selon ses revenus. Nous dépensions pour les besoins communs. Maintenant, je pris toutes les finances en main. Je donnais à Nathalie de quoi acheter la nourriture et les dépenses courantes, strictement sur présentation de tickets. Elle devait rendre compte de chaque centime dépensé. Oui, je sais comment cela sonne, mais j'étais convaincu que si je lui donnais de la liberté, elle recommencerait à ruser. Je contrôlais son emploi du temps, demandais où elle allait, qui elle rencontrait, à quelle heure elle rentrerait. J'appelais plusieurs fois par jour pour vérifier où elle était. Nathalie répondait docilement, ne résistait pas. Peut-être s'était-elle résignée, peut-être était-elle simplement fatiguée de lutter. Notre appartement s'était transformé en prison, où j'étais à la fois le gardien et le prisonnier. Les soirs, nous étions assis dans la même pièce, mais en silence. Je travaillais sur mon ordinateur portable, elle regardait la télévision ou lisait. Nous ne parlions que par nécessité, ce qu'elle préparerait pour le dîner, quand viendrait le plombier, s'il fallait acheter quelque chose, aucune intimité, aucun projet commun, simplement une coexistence sous le même toit. Le sexe aussi devint partie du contrôle. J'insistais sur la régularité, surveiller son cycle, calculer les jours favorables. Nathalie ne refusait pas, mais il n'y avait aucun plaisir. Un processus mécanique dans un seul but, la grossesse. Après, je me tournai immédiatement vers le mur. Elle allait se doucher. Pas d'étreinte, pas de conversation. 2 mois passèrent dans cette vie. Nathalie avait maigri, le visage creusé, les yeux éteints. Je me sentais moi aussi vidé, mais ne le montrais pas. Je maintenais l'apparence, fort, contrôlant, inflexible. Au travail, les choses allaient bien. Le service affichait de bons résultats. La direction était satisfaite. Raphaël avait même fait allusion à une évolution future. Directeur adjoint dans 1 an ou 1 an et demi, si ça continuait comme ça. Olivier, d'ailleurs, avait démissionné de l'agence au bout d'1 mois. Il ne s'était pas intégré. J'avais entendu par des collègues qu'il était entré en conflit avec la nouvelle direction, n'avait pas su s'adapter. Je m'en fichais. J'avais assez de mes propres problèmes. À la fin du 2e mois, Nathalie vint dans la cuisine où je prenais mon petit déjeuner avant le travail et dit doucement « J'ai du retard ». Je levai les yeux de mon assiette. Elle se tenait pâle, les mains serrées en poing. Je demandais « Combien de jours ?» Elle répondit « 4 ». J'acquiesçai. « Achète un test, vérifie ». Elle hocha la tête et sortit. Le soir, le test affichait 2 barres. Je le pris dans mes mains, regardai les barres et ressentis quelque chose d'étrange à l'intérieur. Pas de la joie, comme j'en avais rêvé 8 ans auparavant. Simplement du soulagement. Enfin, ça avait marché. Le plan fonctionnait. Nathalie se tenait à côté, attendant ma réaction. Je posai le test sur la table et dis « Demain, prends rendez-vous chez le médecin, il faut confirmer ». Le lendemain, elle alla voir Isabelle, celle-là même qui m'avait appelé et révélé la vérité. Le médecin confirma la grossesse. Terme précoce, 3 à 4 semaines. Elle prescrivit des analyses, des vitamines, un régime. Nathalie rapporta la liste de recommandations. Je la lus et commençai à contrôler leur application. Vitamines à heure fixe, promenade quotidienne, alimentation programmée. Tu sais, je comprenais que j'exagérais. Je comprenais que j'étais devenu paranoïaque, mais je ne pouvais faire autrement. 7 fois, elle s'était débarrassée d'enfants. 7 fois.
Et je ne pouvais croire que maintenant, elle n'essaierait pas de faire la même chose. Donc le contrôle devint encore plus strict. Je vérifiais le téléphone chaque jour. Je regardais l'historique des appels, les messages, les échanges sur les réseaux sociaux. Nathalie le savait. Elle n'essayait même pas de cacher. Elle donnait le téléphone dès la première demande. Une fois, je trouvais un échange avec une certaine amie, Alice, où Nathalie se plaignait de moi. Elle écrivait qu'elle vivait comme en cage, que je contrôlais chacun de ses mouvements, qu'elle était fatiguée. Alice conseillait de partir, de ne pas supporter cela. Nathalie répondait qu'elle avait peur, qu'elle n'avait nulle part où aller. Je lus cet échange et ne dis rien à Nathalie. Je notais simplement mentalement Alice comme une menace potentielle, quelqu'un qui pourrait pousser ma femme à faire des bêtises. Je dis à Nathalie que je ne voulais plus qu'elle parle avec Alice. Elle ne demanda pas pourquoi, hocha simplement la tête, docile, brisée, vide. Mais chose étrange, plus approchait le terme de la première échographie, plus je m'adoucissais. Je commençais à acheter des affaires pour bébé. D'abord, je regardais simplement l'assortiment sur Internet, puis j'entrais dans un magasin après le travail. De minuscules grenouillères, brassières, bonnets. Je pris un bonnet dans ma main, tout petit, et soudain je sentis quelque chose fondre à l'intérieur. Je rapportais à la maison un sac d'achat. Nathalie était assise sur le canapé, vit le sac et se figea. Je posai les affaires sur la table, un ensemble de sorties, plusieurs bodys, des chaussettes. Elle regarda tout cela et se mit à pleurer, doucement, sans bruit. Les larmes coulaient simplement sur ses joues. Je m'assis à côté, la serrai maladroitement dans mes bras. Elle se blottit contre moi et nous restâmes ainsi 10 minutes. Ce fut le premier moment de proximité en 3 mois. Pas sexuelle, mais simplement humaine. Je caressais son dos, elle sanglotait contre mon épaule. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que nous étions quand même une famille. Même cabossés, même malades, mais une famille. À partir de ce soir-là, je devins plus doux. Je n'enlevais pas complètement le contrôle, mais je relâchais l'étreinte. J'arrêtais de vérifier le téléphone tous les jours, commençais à demander comment elle se sentait, si elle avait besoin de quelque chose. J'achetais les fruits qu'elle aimait, préparais le petit déjeuner le week-end. Nathalie dégelait progressivement, commença à sourire de temps en temps, à parler plus que par monosyllabes. Pour la première échographie à la 12e semaine, nous vînmes ensemble. Je pris un congé au travail, même si j'étais débordé jusqu'au cou. Nathalie était inquiète, serrait ma main si fort que ses jointures blanchirent. Dans le cabinet Virgenavo, le médecin, une jeune femme d'une 30aine d'années, étala du gel sur le ventre, commença à passer la sonde. Je regardais l'écran sans comprendre ce qui s'y passait. Des taches noires et blanches. Le médecin sourit, tourna l'écran vers nous et montra. Voici la tête, voici les bras, voici le cœur qui bat. Je regardais attentivement et vis un minuscule point qui clignotait à une vitesse folle. Le cœur de mon enfant, de mon fils ou ma fille, un être vivant à l'intérieur de Nathalie. Je sentis ma gorge se serrer, mes yeux picoter. Nathalie pleurait déjà ouvertement. Je serrai sa main en retour. Le médecin imprima les clichés, nous les donna. Nous sortîmes du cabinet, nous assîmes dans le couloir sur un banc. Je regardais l'image floue sans pouvoir y croire. C'était réel. Après tant d'années, après un tel enfer, le rêve commençait à se réaliser. Nathalie posa sa tête sur mon épaule. Je la serrai dans mes bras. Nous restâmes ainsi 20 minutes, sans dire un mot. Sur le chemin du retour, nous entrâmes dans un magasin pour bébés, achetâmes une poussette chère, un modèle transformable avec plein de fonctions. La vendeuse l'assembla directement dans la salle, montra comment la manœuvrer. Je poussai cette poussette dans le centre commercial et me sentais idiot. Pousser une poussette vide. Mais Nathalie riait et c'était plus important. À la maison, nous commençâmes à aménager la chambre d'enfant. Enfin, il n'y avait pas de chambre séparée. Mais nous délimitâmes un coin dans la chambre, installâmes un berceau que j'assemblai moi-même d'après les instructions pendant 3 heures. Nous accrochâmes un mobile avec des jouets, rangeâmes sur l'étagère les affaires achetées. Nathalie caressait les grenouillères en souriant. Je la regardais en pensant « Peut-être que tout va s'arranger. Peut-être que l'enfant va tout réparer. » Michel était venu 2 fois durant ces mois, avait vu sa fille enceinte, m'avait vu prendre soin d'elle. Elle se taisait, me jetait seulement un regard lourd. Je sentais qu'elle tramait quelque chose, mais n'y prêtait pas attention.
J'étais certain que le plus dur était derrière nous. Nathalie était enceinte, le contrôle fonctionnait, la vie s'arrangeait. Au 4e mois, nous apprîmes le sexe. Un garçon. Je voulais un fils et il arrivait. Je commençais à réfléchir au prénom. Je proposais des variantes à Nathalie. Elle acquiesçait ou secouait la tête. Nous nous arrêtâmes sur Lucas, un prénom simple, fort. J'imaginais comment j'apprendrais à Lucas à faire du vélo, comment nous irions à la pêche, comment nous jouerions au football dans la cour. J'achetais des livres sur l'éducation des enfants, lisais les forums de jeunes pères, étudiais ce qu'il fallait préparer pour l'accouchement. Nathalie se moquait de moi, disait que j'exagérais, mais je voulais être prêt à tout. J'avais attendu ce moment 8 ans. Je n'avais pas le droit de rater. Le travail passait au second plan. Je remplissais toujours mes obligations, mais sans fanatisme. Je partais à l'heure, ne restais pas tard. Raphaël le remarqua, demanda si tout allait bien. Je dis que ma femme était enceinte, que j'allais bientôt devenir père. Il me donna une tape sur l'épaule, me félicita, dit que la famille était plus importante que le travail et que j'avais raison de bien établir mes priorités. Le monde commençait enfin à prendre les bonnes formes. Ma femme enceinte, le travail stable, l'avenir se planifiait. Je commençais même à dormir normalement pour la première fois depuis des mois. Je m'endormais vite, ne me retournais plus jusqu'au matin, ne déroulais plus de scénarios terribles dans ma tête. Et c'est alors, quand je me détendis et crus que tout irait bien, que Michel porta son coup. C'était un jeudi ordinaire, 5e mois de grossesse de Nathalie. Le ventre s'était nettement arrondi. Elle avait commencé à porter des vêtements spéciaux pour femmes enceintes. Je rentrais du travail vers 18h. J'avais acheté des fraises en chemin. Nathalie en réclamait constamment ces derniers jours. J'ouvris la porte avec ma clé, entrai dans le vestibule et sentis immédiatement que quelque chose clochait. Nathalie était assise sur le canapé. À côté se tenait sa mère. Toutes deux silencieuses, le visage de pierre. Je m'arrêtai sur le seuil, le sac de fraises à la main. Michel parla la première. Nous devons avoir une conversation sérieuse. J'acquiesçai, passai dans la cuisine, posai le sac sur la table, revins dans la pièce, m'assis dans le fauteuil en face, attendant. Ma belle-mère sortit de son sac une chemise de documents, la posa sur la table basse devant moi. Je pris la chemise, l'ouvris. Un contrat de vente d'appartement. Cet appartement dans lequel nous vivions depuis 8 ans. Je regardai la date, 1 semaine auparavant. L'acheteur, un certain Cédric Durand, le montant au prix du marché, tout légalement en ordre. Je levai les yeux vers Michel. Elle me regardait avec un air de triomphe. Elle dit calmement : « J'ai vendu l'appartement. Le nouveau propriétaire entre en possession dans 1 mois. Vous avez 30 jours pour déménager. » Je me taisais, digérant l'information. Nathalie restait assise, pâle, regardant le sol. Je demandais « Pourquoi ?» Ma belle-mère ricana. « Pourquoi ? Parce que je ne permettrai pas que tu tiennes ma fille en esclavage. J'ai vu comment tu la contrôles, comment tu l'as transformée en animal craqué. Ça suffit. Maintenant, vous chercherez un toit par vous-même, sans mon aide. Peut-être qu'alors ma fille comprendra qui tu es vraiment. » Je regardais Nathalie. Elle ne levait toujours pas les yeux. Je lui demandais « Tu savais ?» Elle garda le silence, puis hocha la tête. Donc elle savait à l'avance et se taisait. Encore une trahison, encore un mensonge. Je me levai, allai sur le balcon, fermai la porte derrière moi, allumai une cigarette, alors que je m'étais promis d'arrêter définitivement. Je restais là, regardant la ville en pensant « Contester la vente est impossible. L'appartement est à son nom. Elle est propriétaire. Elle a tout à fait le droit d'en disposer. Déménager dans 1 mois avec une femme enceinte. Louer un logement avec mon salaire. » Je calculais mentalement. Location d'un 2 pièces en périphérie, 1 000 € minimum. Mon salaire après la promotion, 3 000 €. Moins le loyer, moins les charges, moins la nourriture, moins les dépenses pour la grossesse et l'accouchement. Il resterait au mieux 700 €. Et ensuite, le bébé, les couches, le lait, les médecins. Ça ne suffirait pas. Je retournai dans la pièce. Michel était toujours assise sur le canapé, satisfaite d'elle-même. Je demandai froidement : « C'est de la vengeance ?» Elle acquiesça. « Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça de la justice. Personne n'asservira ma fille. » Je ricanai. « Asservir.
8 ans, elle a vécu gratuitement dans ton appartement. Moi, je payais tout le reste. 8 ans, elle m'a menti sur les enfants, s'est fait avorter sur tes conseils. Et maintenant, tu me parles de justice. » Ma belle-mère tressaillit. Manifestement, elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Nathalie leva enfin la tête, les yeux rouges. Je continuai. « Tu sais ce qui est le plus drôle ? J'ai effectivement exagéré avec le contrôle, je l'admets. Mais c'était une réaction à 8 ans de mensonges. 8 ans, j'ai vécu dans une illusion que ta fille a créée avec ton soutien. Et maintenant, vous faites toutes les deux comme si j'étais le méchant. » Michel se leva, fourra les documents dans son sac, dit « 1 mois, ensuite vous déménagez » et sortit en claquant la porte. Je m'assis sur le canapé à côté de Nathalie. Nous restâmes silencieux 10 minutes, puis elle parla doucement. « Pardon. » Je la regardais. Pourquoi exactement ? Elle serrait ses mains sur son ventre. « De ne pas t'avoir prévenu. Maman me l'a dit seulement hier, m'a fait jurer de me taire. Je voulais être en colère, mais je n'en avais pas la force. Simplement fatigué de tout cela. Le lendemain, j'appelai David, racontai la situation, demandai s'il y avait moyen de contester la vente. Il garda le silence, puis dit « Aucun moyen. L'appartement est à elle. Elle l'a vendu légalement. L'acheteur est de bonne foi. Tu peux essayer de retarder le déménagement via un tribunal, mais tu gagneras au maximum 1 ou 2 mois, et après tu seras de toute façon expulsé. » Je le remerciai et raccrochai. Le soir, je commençai à chercher des options de location. J'ouvris les sites d'annonces, parcourus les propositions. 2 pièces au centre, 1 400 € minimum. En périphérie, à partir de 1 000 €. Studio 800, mais impossible d'y vivre avec un bébé. Je regardais les photos d'appartements délabrés avec des papiers peints arrachés et des meubles soviétiques en comprenant « Voilà, c'est mon avenir proche. » Nathalie était assise à côté, regardait aussi l'écran, demanda « Et si on demandait à maman de changer d'avis ?» Je la regardais. Sérieusement ? Après tout ça ? Elle baissa les yeux. « Mais on ne sait jamais. » Je secouai la tête. « Non, je ne vais pas m'humilier devant quelqu'un qui détruit délibérément notre vie. On trouvera nous-mêmes. » En 1 semaine, je visitais une quinzaine d'appartements. Entrée sale, escalier puant, propriétaires avec des têtes d'extorqueurs. Partout, il y avait une raison de refuser. Tantôt, la caution était trop élevée. Tantôt, il fallait des garanties. Tantôt, il ne louait pas aux familles avec enfants. Un propriétaire me dit franchement « Pas avec un bébé, il va crier. Les voisins vont se plaindre. » Je trouvais finalement une option à l'extrême périphérie de la ville. Une tour de 9 étages en béton, 3e étage, 2 pièces, 32 mètres carrés. La propriétaire, une vieille dame d'environ 70 ans, louait l'appartement de son fils décédé. Meubles anciens, papier peint délavé. Dans la cuisine, une cuisinière encore soviétique, mais propre. Fenêtre intacte, radiateur qui chauffe. 900 € par mois plus les charges. J'acceptai immédiatement. Nous signâmes un contrat de 3 mois avec option de renouvellement. Je versai la caution et le premier mois, 1 800 € sur nos économies. La vieille dame compta les billets, les fourra dans la poche de son tablier et me donna les clés. Elle dit que les voisins étaient tranquilles, de sortir les poubelles à temps et que les enfants ne fassent pas de bruit quand ils naîtraient. Je l'assurai que tout irait bien. Nathalie vint voir l'appartement le lendemain. Je vis son visage s'allonger quand nous entrâmes dans l'immeuble. Graffiti sur les murs, odeur d'urine, teinture écaillée. Nous montâmes au 3e étage. J'ouvris la porte. Elle entra, regarda autour d'elle et s'assit sur le canapé. Elle s'assit simplement et resta silencieuse. Je me tenais dans l'embrasure, attendant sa réaction. Finalement, elle demanda « C'est ici qu'on va accoucher ?» J'acquiesçai. Elle regarda les murs, le plafond avec des traces d'anciennes fuites, la fenêtre donnant sur les poubelles. Elle dit doucement « D'accord ». Elle n'ajouta rien de plus. Je m'assis à côté, la serrai dans mes bras. Nous étions assis sur un canapé délabré qui ne nous appartenait pas, dans un appartement qui était maintenant notre foyer. Et nous comprenions tous deux que la vie avait radicalement changé. J'organisai le déménagement en un week-end. Nous n'avions pas beaucoup d'affaires, vêtements, vaisselle, achats pour bébé. Presque tous les meubles restaient dans l'ancien appartement. Ils appartenaient à ma belle-mère. Nous prîmes seulement le strict nécessaire. David arriva avec un minibus, m'aida à transporter. Il regardait le nouveau logement en secouant la tête. « C'est dur, disait-il. Mais que faire ?»
La première semaine dans le nouvel appartement fut difficile pour s'habituer. Bruit de la rue, murs fins. On entendait les voisins du dessus marcher. Nathalie se retournait la nuit, ne pouvait dormir. Le ventre déjà gros, 6e mois. Impossible de dormir confortablement dans n'importe quelle position. Je restais allongé à côté, fixant le plafond en calculant l'argent mentalement. Salaire 3 000 €, moins 900 pour le loyer, moins 200 pour les charges, moins 600 pour la nourriture et dépenses courantes. Il restait 1 300, sur lesquels il fallait mettre de côté minimum 400 pour l'accouchement. Contrat avec la maternité, médecin, analyse. Il restait 900 € par mois pour les imprévus, et les imprévus apparaissaient constamment. 2 semaines plus tard, la machine à laver tomba en panne. La vieille machine de la propriétaire fonctionnait ces dernières années sur parole d'honneur. J'appelai un réparateur. Il regarda et dit « Plus simple d'en acheter une neuve. La réparation coûterait presque le prix d'une machine neuve. » Je me penchai sur les sites et regardai les options les moins chères. J'en trouvai une à 600 €. Je dus puiser dans nos économies pour l'accouchement. Nathalie voyait comment je devenais fou avec ce casse-tête financier. Elle restait assise dans la cuisine, caressait son ventre et se taisait. Un soir, elle dit « Peut-être que je pourrais travailler ?» Je la regardais. « Tu es sérieuse ? 6e mois de grossesse, le ventre comme un ballon. Qui va t'embaucher ?» Elle baissa les yeux. « Eh bien, je pourrais essayer quelque chose à distance, de la maison. » Elle commença à chercher des offres sur Internet. Saisie de textes, appels clients, remplissage de tableaux. Partout il fallait de l'expérience. Partout il payait des miettes. 200 à 300 € par mois pour un temps plein. Je regardais ces annonces en comprenant. Ça n'aidera pas. C'était des miettes qui ne changeraient pas la situation. Entre-temps, au travail, les difficultés commençaient. Raphaël me convoqua dans son bureau en fin de mois, dit qu'il avait remarqué une baisse de mon efficacité. Avant, j'étais parmi les meilleurs, et maintenant dans la moyenne. Il demanda ce qui se passait. Je n'entrai pas dans les détails, dit simplement que c'était des circonstances familiales, que tout s'arrangerait bientôt. Il hocha la tête, mais dans ses yeux se lisait la déception. Je comprenais qu'il fallait maintenir le niveau. Le travail était maintenant la seule source de revenus. Je ne pouvais pas le perdre. Je recommençais à rester tard, à prendre des tâches en plus. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je pensais constamment à l'argent, à l'appartement, à l'accouchement à venir. Je faisais des erreurs que je ne commettais pas avant. Les collègues le remarquaient, redemandaient « Tout va bien vraiment ?» À la maison aussi, la tension montait. Nathalie tournait en rond dans l'appartement, elle s'ennuyait. Avant, elle travaillait, parlait avec des collègues, était occupée. Maintenant, elle restait entre 4 murs toute la journée. Je rentrais fatigué et énervé, m'écroulais sur le canapé et m'endormais. Presque pas de conversation. Au 7e mois de grossesse, nous allâmes à l'échographie suivante. Le médecin dit que tout allait bien. Le bébé se développait normalement, pesait déjà 1,5 kg, bougeait activement. Nathalie souriait. J'essayais aussi de me réjouir, mais dans ma tête tournait une seule chose. Où trouver l'argent pour tout ce qu'il faut après la naissance? Je dressais la liste des dépenses pour les premiers mois de vie du bébé. Couche minimum 120 € par mois. Lait en poudre si le lait maternel ne suffit pas, encore 160. Médicaments. Vitamines pour Nathalie, 80. Vêtements pour le bébé. Il grandit vite, il faut renouveler constamment. Au total, minimum 400 € supplémentaires chaque mois, alors que je n'avais que 900 de libres, et encore, si rien ne cassait. J'appelais ma mère. Elle vivait dans une ville voisine. Nous communiquions rarement, relations froides. Je racontais la situation, demandais à emprunter de l'argent jusqu'à l'accouchement. Elle garda le silence, puis dit qu'elle-même avait du mal à joindre les deux bouts. La retraite était petite. Elle pouvait donner 400 € maximum, mais elle demanderait à être remboursée dans 6 mois. J'acceptais. 400 €, c'était déjà de l'argent. David aussi proposa son aide. Il dit qu'il pouvait prêter 800 € sans intérêt. Tu rembourseras quand tu pourras. Je le remerciais, mais ne pris que la moitié. Je ne voulais pas m'endetter jusqu'au cou. Je comprenais que rembourser serait difficile. Avec cet argent, je tins jusqu'au 8e mois. Nathalie se déplaçait déjà difficilement. Ventre énorme, jambes enflées. Le médecin dit qu'un accouchement prématuré était possible. Il fallait être prêt. Je préparais le sac pour la maternité.
Il mit tout le nécessaire selon la liste, le posait dans l'entrée pour pouvoir le prendre à tout moment et partir. La nuit, je restais allongé à réfléchir comment nous allions vivre par la suite. Le congé maternité de Nathalie serait dérisoire. Elle avait démissionné 3 mois auparavant. Mon salaire suffirait tout juste pour le loyer, la nourriture et le bébé. Aucune réserve, aucun filet de sécurité. Une dépense imprévue et tout s'effondrait. Nathalie sentait ma tension. Une nuit, elle se réveilla, vit que je ne dormais pas. Elle demanda à quoi je pensais. Je dis honnêtement, à l'argent. Elle garda le silence, puis dit « Peut-être qu'on pourrait demander à maman de nous aider ?» Je ricanai. « Oui, bien sûr. La personne qui nous a mis à la rue va maintenant nous aider. » Elle se vexa, se tourna vers le mur. Le matin, elle dit qu'elle appellerait quand même sa mère. Elle essaierait de parler. Peut-être que Michel s'adoucirait. Je haussai les épaules. « Essaie, mais ne te fais pas d'illusions. » Nathalie composa le numéro, sortit sur le balcon, revint 10 minutes plus tard, les yeux rouges. Sa mère lui avait dit qu'elle était elle-même responsable d'avoir choisi un tel mari. Qu'il s'occupe maintenant de faire vivre la famille, s'il est si malin. Je voyais Nathalie pleurer et ressentais de la colère envers ma belle-mère. Mais à quoi bon? Michel avait obtenu ce qu'elle voulait. Nous étions dans la misère. Je ne pouvais plus faire vivre ma famille comme avant. Elle avait gagné. Au 9e mois, les contractions d'entraînement commencèrent. Nathalie bondit au milieu de la nuit, se saisit le ventre, cria que ça commençait. Dans la panique, j'attrapai les affaires, appelai un taxi. Nous arrivâmes à la maternité en 20 minutes. Les médecins l'examinèrent, dirent que c'était une fausse alerte, nous renvoyèrent à la maison. Nathalie s'excusait. Je la rassurais, disant que c'était normal, mieux valait être prudent. Mais ces fausses alertes se répétèrent chaque semaine. Je m'y habituais, mais à chaque fois, mon cœur s'arrêtait. J'avais peur de rater le vrai accouchement, de ne pas arriver à temps. Je dormais d'un sommeil léger. Au moindre bruit, je me réveillais. Au travail, les choses allèrent vraiment mal. Raphaël me convoqua à nouveau dans son bureau et dit franchement « Étienne, je comprends que tu as des difficultés, mais la banque ne peut pas garder un chef de service inefficace. Soit tu te ressaisis, soit je serai obligé de te rétrograder au rang de spécialiste ordinaire. Le salaire baissera d'1 tiers. » J'étais assis devant lui en comprenant que si le salaire baissait, nous ne survivrions pas. Le loyer mangerait la moitié, le reste ne suffirait pas. Je demandai 1 mois de délai, promis de me corriger. Raphaël hocha la tête. 1 mois, mais les résultats doivent être là. Je sortis du bureau, m'assis à mon bureau de travail et enfouis mon front dans mes mains. Acculé de tous côtés. Pas d'argent. Ma femme sur le point d'accoucher. Je perdais mon travail et je ne voyais aucune issue. Le soir, je rentrais à la maison. Nathalie était assise sur le canapé, regardait par la fenêtre. Je m'assis à côté, pris sa main et dis « Nous devons avoir une conversation sérieuse. » Elle se tourna vers moi. Je continuais. « Après l'accouchement, tu devras reprendre de travail. Dès que les médecins t'y autoriseront, sinon nous ne survivrons pas avec mon seul salaire. » Nathalie acquiesça, demanda doucement « Et qui gardera le bébé ?» Je haussai les épaules. « On s'arrangera avec une nounou ou on trouvera une crèche. On trouvera une solution. L'important, c'est que tu travailles. » Elle baissa les yeux sur son ventre, le caressait lentement, dit « D'accord, je chercherai. » Et là, je compris que nous étions tous deux pris au piège. L'enfant n'était pas encore né, et nous planifions déjà comment assurer son avenir. Ce dont j'avais rêvé pendant 8 ans s'était transformé en équation financière avec des inconnus, et c'était le plus effrayant. Mais Nathalie comprenait déjà la réalité. Au 9e mois de grossesse, avec un ventre énorme, elle commença à parcourir les offres d'emploi. Je la voyais assise sur le canapé avec l'ordinateur portable, faire défiler les annonces, noter quelque chose dans un carnet. Je demandais « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle montra la liste, des offres d'emploi sur lesquelles je postulerai dès après l'accouchement, dès que le médecin m'autorisera à travailler. Je pris le carnet, lus. Caissière, vendeuse, hôtesse d'accueil, opératrice de centre d'appel. Tout nécessitait une présence sur place. Tout payait des miettes, de 800 à 1200 euros. Je demandais « Et le bébé ?» Elle répondit doucement « Tu as dit qu'on trouverait une nounou ou une crèche. » J'acquiesçais, mais nous comprenions tous deux qu'une nounou coûtait minimum 800 euros, soit tout son salaire. Les crèches prenaient à partir d'1 an,
et un nourrisson n'avait nulle part où aller. Le cercle était bouclé. L'enfant avait besoin de sa mère, mais la mère devait travailler. Travailler n'était pas possible car il n'y avait personne avec qui laisser l'enfant. Personne avec qui le laisser car il n'y avait pas d'argent pour une nounou. Pas d'argent pour une nounou car la mère ne travaillait pas, et ainsi de suite en boucle. Nathalie ferma l'ordinateur, posa le carnet et dit fatiguée. Alors je chercherai un travail à distance. Je la regardais. Tu as déjà cherché pendant 3 mois. Résultat ? Elle baissa la tête. Il n'y avait pas de résultat. Partout il fallait de l'expérience. Partout il payait une misère. Partout c'était des dizaines de candidats pour un poste. Elle continuait quand même à essayer. Répondait aux offres de travail à distance chaque jour. Saisie de textes, traitement de données, remplissage de tableaux, appels clients. Elle écrivait des lettres de motivation, passait des tests, et chaque jour recevait des refus. Je voyais comment elle se battait, comment elle ne renonçait pas, mais la réalité était cruelle. Pour le travail à distance, la concurrence était énorme. Des centaines de réponses pour une offre. Les employeurs choisissaient ceux qui avaient de l'expérience, un portfolio, des recommandations. Nathalie n'avait rien. 8 ans au supermarché à ranger des produits. Ce n'était pas une expérience pour le travail à distance. Une semaine plus tard, Raphaël me convoqua à nouveau. Il dit brièvement « Étienne, le mois est écoulé. Les résultats ne se sont pas améliorés. À partir de lundi, rétrogradation au rang de spécialiste ordinaire. Salaire 1 800 € au lieu de 3 000. Ou démission, si ça ne te convient pas. » J'étais assis en silence. La rétrogradation signifiait la catastrophe, mais la démission était encore pire. Chercher un nouveau travail, le temps, le risque de rester complètement sans argent. J'acquiesçais. J'accepte la rétrogradation. Je sortis du bureau, retournai à mon nouveau poste. Pas de bureau séparé, mais un bureau dans la salle commune. J'étais assis et je calculais. Salaire 1 800 €, moins 900 de loyer, moins 200 de charges, moins 600 de nourriture minimum. Il restait 1 000 €. 1 000 € pour tout le reste. Pour le bébé, pour les imprévus, pour la vie. Le soir, je le dis à Nathalie. Elle était assise sur le canapé, tenant son ventre à 2 mains. 9e mois. Le bébé était descendu. L'accouchement approchait. Je m'assis à côté et dis « Ils m'ont rétrogradé. Le salaire est maintenant de 1 800 €. » Elle me regarda et demanda « Combien restera-t-il après les dépenses ?» Je répondis honnêtement « 1 000 €. Peut-être 200 de plus si on économise sur la nourriture. » Nathalie se couvrit le visage de ses mains. Elle ne pleurait pas. Elle restait juste assise. Puis elle baissa les mains, me regarda, dit « Donc je suis obligée de trouver n'importe quel travail, sinon nous nous retrouverons à la rue. » J'acquiesçai. Elle continua. « Mais avec un nourrisson, personne ne m'embauchera. Enceinte, il ne prenait déjà pas, avec un bébé, encore moins. » Je savais qu'elle avait raison, mais il n'y avait pas d'autre solution. Nous restions assis en silence. Dehors, il faisait nuit. Dans l'appartement, c'était calme. On entendait seulement les voisins du dessus allumer la télévision. Nathalie caressait son ventre par mouvements circulaires lents. Je regardais le sol. Nous comprenions tous deux que nous étions dans une situation sans issue. Elle rompit le silence la première, demanda « Et si j'irais quand même chez maman ? On lui demanderait temporairement. On passerait l'accouchement et les premiers mois. Après, on rembourserait. » Je secouai la tête. Non. Elle insista. Mais nous n'avons pas le choix. Je la regardais. Si, nous y arrivons seuls. Elle ricana sans joie. Comment ? Avec 1 000 € par mois et un nourrisson ? Je ne répondis pas, parce que je ne savais pas comment. Le lendemain, elle recommença à appeler pour des offres d'emploi, se présentait, parlait d'elle, posait des questions sur les conditions. Et dans chaque conversation, il y avait un moment critique. Quand on lui demandait « Vous avez des enfants ?» Nathalie répondait honnêtement « Oui, j'aurai un nourrisson. » Et elle entendait « Désolé, ça ne convient pas. » Ou pire encore, « Rappelez après votre congé maternité, dans 1 an et demi. » Elle faisait 10 à 15 appels par jour. Le soir, elle arrivait au dîner les yeux rouges avec une nouvelle liste de refus. Je demandais « Combien aujourd'hui ?» Elle montrait avec ses doigts « 12 ou 15 ou 17. » Les refus s'accumulaient.
À la fin de la semaine, elle avait un cahier entier. Je le pris, le feuilletai. Chaque page, date, nom de l'entreprise, poste, résultat. Refus, nourrisson. Refus, congé maternité. Refus, pas d'expérience. Refus, ne nous intéresse pas. 127 positions en 2 semaines. 127 refus. Je fermai le cahier, le posai sur la table, regardai Nathalie. Elle était assise, la tête baissée, les mains sur son ventre énorme. 9e mois de grossesse, dans 1 ou 2 semaines l'accouchement, et pas de travail, et il n'y en aurait pas. Je lui dis « Arrête, cesse de chercher ». Elle leva la tête. « Pourquoi ?»« Parce que c'est inutile, répondis-je. Une femme enceinte de 9 mois ou une femme avec un nourrisson, personne ne la prendra nulle part, c'est la réalité. Il faudra attendre minimum 1 an, jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an et qu'on puisse le mettre à la crèche. » Nathalie murmura « Mais nous ne tiendrons pas 1 an. » J'acquiesçai. Je sais. Elle se leva, alla à la fenêtre, se tenait dos à moi, regardait dans la cour les poubelles, les immeubles décrépits, l'asphalte sale. « Notre vue de la fenêtre, notre vie ces derniers mois, dit-elle en se retournant. Au final, tout était inutile. Tout le contrôle, tout l'ultimatum, la grossesse. Nous sommes quand même dans la misère, sauf que maintenant, il y a aussi un enfant avec nous. » Je voulus protester, mais elle avait raison. 8 ans, j'avais rêvé d'un enfant. Je l'avais forcée à tomber enceinte. Et maintenant, je ne pouvais subvenir aux besoins ni d'elle, ni du futur enfant. Nous vivions dans un taudis loué. L'argent suffisait tout juste pour la nourriture. Je perdais mon travail. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé. Nathalie se retourna. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni reproche. Juste de la fatigue. Elle dit doucement. « Tu sais, je comprends maintenant pourquoi je me faisais avorter. Il y a 8 ans, 7 ans, chaque fois je sentais que je n'étais pas prête, que je ne tiendrais pas le coup. Et je ne me trompais pas. Regarde, nous ne tenons même pas maintenant. Et je le savais instinctivement. J'écoutais en sentant tout se serrer à l'intérieur. Elle ne se justifiait pas, n'essayait pas de se décharger de sa faute. Elle constatait simplement un fait. Et je ne pouvais discuter, parce que les faits étaient de son côté. Nous ne tenions vraiment pas le coup, pas du tout. Je me levai, m'approchai d'elle. Nous étions debout à la fenêtre tous les deux, regardant la cour grise. Je la serrai par les épaules. Elle se blottit contre moi. Le ventre entre nous, énorme, dur. Là-dedans, notre fils. Pas encore né et déjà piégé. Piégé par la misère, l'absence d'issue, nos erreurs. 1 semaine encore passa. J'allais au travail comme un zombie. J'accomplissais des tâches simples, aucune responsabilité, aucune évolution. Spécialiste ordinaire, un parmi tant d'autres. Salaire 1 800 €. Stable, mais insuffisant. Les collègues me regardaient avec pitié ou schadenfreude, selon. Je m'en fichais. À la maison, Nathalie avait cessé de chercher du travail. Elle restait simplement assise sur le canapé, regardait par la fenêtre, caressait son ventre. Je rentrais, nous dînions en silence, partions chacun dans notre coin. Pas de conversation, rien à discuter. La situation était claire, sans issue. Je comptais chaque soir les finances. Le loyer dans 1 semaine, 900 € à verser. Sur le compte maintenant, 1 200 €. Les restes du salaire, l'emprunt à David et à ma mère. Je verse le loyer, il restera 300. Ça suffira pour 2 semaines de nourriture, maximum. Puis arrivera le nouveau salaire, 1 800 €. Moins le loyer suivant, 900. Moins les charges, 200. Moins la nourriture, 600. Il restera 1 000 €. Et l'accouchement pouvait commencer à tout moment. Le contrat avec la maternité coûtait 2 000 € minimum. Nous n'avions pas cet argent. Nathalie demanda un soir « Et si j'accouche gratuitement dans une maternité publique avec la sécurité sociale ?» Je haussai les épaules. C'est possible. Mais là-bas, il y a des files d'attente, des conditions, les risques. Elle hocha la tête. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y aura pas d'argent pour un contrat. Je fus d'accord. Cette nuit-là, je ne pus dormir. J'étais allongé à côté de Nathalie, écoutant sa respiration lourde, regardant le plafond fissuré. Les chiffres tournaient dans ma tête. 900, 1800, 1000, 300.
Un cercle vicieux dont je ne voyais pas la sortie. Vers 4 heures du matin, je me levais silencieusement, allais dans la cuisine, allumais l'ordinateur portable. Si la banque ne m'appréciait plus, peut-être que quelqu'un d'autre le ferait. J'ouvris mes anciens projets, ceux que j'avais développés ces dernières années. Le système complexe de crédit pour clients d'entreprise que j'avais finalisé avant ma rétrogradation. Les algorithmes d'évaluation des risques. Les modèles de prévision financière. Je les regardais avec un œil neuf. Non pas comme un employé ordinaire, mais comme un spécialiste qui connaissait sa valeur. Et soudain, je compris. Ces développements valaient bien plus que mon salaire actuel. Ils pouvaient intéresser d'autres institutions financières, des entreprises de conseil, des start-up en technologie financière. Je passais la nuit à préparer un portfolio. Description détaillée de chaque projet, résultats, économies réalisées pour la banque. Graphiques, tableaux, analyses. Au matin, j'avais un dossier complet démontrant mon expertise. Nathalie se réveilla, me trouva devant l'ordinateur. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-elle. Je secouai la tête. J'ai travaillé. Je vais chercher un nouveau poste. Elle s'assit à côté, regarda l'écran. « Tu penses que quelqu'un t'embauchera ?»« Je ne pense pas, je sais, répondis-je avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Le lendemain, je commençai à envoyer mon portfolio. Pas des candidatures standards, mais des propositions ciblées. J'étudiais chaque entreprise, identifiais leurs problèmes, proposais mes solutions. 5 candidatures en 3 jours, toutes personnalisées, toutes professionnelles. La première réponse arriva 4 jours plus tard. Cabinet de conseil financier, stratégies avancées. Il proposait un entretien. J'acceptai immédiatement. L'entretien se déroula dans un bureau moderne au centre-ville. 3 interlocuteurs. Le directeur, M. Laurent Mercier, la chef du département analytique, Alice Durand, et le directeur technique, David Bernard. Ils posèrent des questions pointues, me donnèrent des cas pratiques à résoudre sur place. Je répondis calmement, avec assurance. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix était ferme. Je savais ce que je valais. À la fin de l'entretien, M. Mercier se pencha en arrière dans son fauteuil et dit « Étienne, votre portfolio est impressionnant. Mais j'ai une question. Pourquoi un spécialiste de votre niveau travaille-t-il comme employé ordinaire dans une banque provinciale ?» Je répondis honnêtement « Circonstances personnelles. Mais je suis prêt à changer cela maintenant. » Il hocha la tête. « Nous pouvons vous proposer le poste de chef de projet en analyse financière. Salaire de départ 4 500 € par mois, avec révision après 6 mois selon les résultats. Package social complet. Assurance santé pour vous et votre famille. Possibilité de télétravail 2 jours par semaine. » Je restais silencieux, digérant l'information. 4 500 €. Plus du double de mon salaire actuel à la banque après rétrogradation. « Il y a autre chose, continua M. Mercier. Nous avons un programme de soutien aux employés avec famille. L'entreprise loue des appartements pour les spécialistes clés pendant la première année. Logement de 3 pièces dans un bon quartier. L'entreprise paye le loyer. Après 1 an, vous pourrez décider de rester ou de chercher votre propre logement. » Je sentis ma gorge se serrer. Et concernant ma femme, elle est enceinte, 9e mois. L'accouchement est imminent. Alice Durand, notre assurance santé d'entreprise couvre les frais d'accouchement. Clinique privée de votre choix. Nous prenons soin de nos employés, Étienne. Une personne avec des problèmes familiaux non résolus ne peut pas travailler efficacement. Je regardais ces 3 personnes et compris que ma vie venait de changer. « J'accepte », dis-je simplement. Le contrat fut signé le jour même. Début du travail dans 2 semaines, ce qui me laissait le temps de démissionner de la banque. L'appartement serait prêt dans 1 semaine. Et le plus important, M. Mercier me donna personnellement le contact d'une clinique privée partenaire de l'entreprise. « Appelez-les aujourd'hui même, dit-il. Dites que vous êtes de notre part. Ils prendront en charge votre épouse immédiatement. » Je rentrai à la maison comme dans un rêve. Nathalie était assise sur le canapé, regardant la télévision. Je m'assis à côté, pris ses mains dans les miennes. « J'ai trouvé un nouveau travail, dis-je. » Elle me regarda sans comprendre. 4 500 € par mois. L'entreprise loue un appartement de 3 pièces pour nous, et il paie l'accouchement dans une clinique privée. Nathalie me fixa en silence. Puis ses yeux se remplirent de larmes. Elle se jeta dans mes bras autant que son ventre énorme le permettait et pleura. Pas de tristesse,
mais de soulagement. Nous restions enlacés, et pour la première fois depuis des mois, je sentis l'espoir renaître. La semaine suivante passa comme dans un tourbillon. J'appelai la clinique. Ils prirent Nathalie immédiatement sous observation. Médecins attentifs, équipement moderne, chambre confortable. Le médecin-chef, Dr Isabelle Moreau, examina Nathalie et dit que tout allait bien, que nous pouvions attendre l'accouchement sereinement. L'appartement que l'entreprise loua se trouvait dans un bon quartier. 3 pièces spacieuses, cuisine moderne, salle de bain rénovée. Vue sur le parc, pas sur les poubelles. Quartier calme, école à proximité, terrain de jeu pour enfants. Nous emménageâmes en 2 jours. Nathalie marchait d'une pièce à l'autre, touchait les murs, regardait par les fenêtres et souriait. « C'est réel ?» demanda-t-elle. « C'est réel » répondis-je. Je démissionnai de la banque. Raphaël me reçut dans son bureau, visiblement contrarié. « Tu as trouvé mieux ?» demanda-t-il. « Beaucoup mieux » répondis-je calmement. Il hocha la tête. « Je comprends. Bonne chance, Étienne, tu le mérites. » 3 jours après notre emménagement, l'accouchement commença. Cette fois, ce n'était pas une fausse alerte. Nous arrivâmes à la clinique. Nathalie fut immédiatement prise en charge. Chambre individuelle, anesthésie épidurale, médecin expérimenté. Je restai avec elle pendant tout le travail, tenant sa main, essuyant son front. Lucas naquit à 6h37 du matin, 3,4 kg, 52 cm, en bonne santé, criant fort. L'infirmière le posa sur la poitrine de Nathalie. Je regardai ma femme tenant notre fils et sentis les larmes couler sur mes joues. 8 ans d'attente, des mois d'enfer. Et maintenant ce moment, cet instant de bonheur pur. Nous restâmes à la clinique 3 jours. Chambre confortable avec lit pour moi aussi, nourriture excellente, infirmières attentives. Elles apprirent à Nathalie comment allaiter, comment tenir le bébé, comment le laver. Moi, j'appris à changer les couches, à endormir, à reconnaître différents types de pleurs. Quand nous rentrâmes à la maison avec Lucas, l'appartement sentait les fleurs fraîches. Mes nouveaux collègues avaient envoyé un énorme bouquet avec une carte. « Bienvenue dans la famille, Lucas », de l'équipe Stratégie avancée. Nathalie pleura en lisant la carte. « Des gens bien », dit-elle doucement. « Très bien », acquiesçai-je. Les premières semaines furent difficiles mais heureuses. Lucas se réveillait toutes les 3 heures, demandant à manger. Nous ne dormions pas, marchions comme des zombies, mais étions heureux. Je commençai mon nouveau travail quand Lucas eut 2 semaines. Le télétravail 2 jours par semaine m'aidait énormément. Je pouvais être à la maison, aider Nathalie, passer du temps avec mon fils. Le projet sur lequel je travaillais progressait bien. Monsieur Mercier était satisfait de mes résultats. Alice Durand disait que j'avais dépassé ses attentes. Après 3 mois, mon salaire fut augmenté à 5 000 €. Nous commençâmes à économiser pour notre propre appartement. Et puis, 4 mois après la naissance de Lucas, la sonnette retentit un dimanche matin. J'ouvris la porte et restai figé. Sur le seuil se tenait Michel, ma belle-mère. Elle avait vieilli, maigri, les cheveux grisonnants. Elle me regarda et dit doucement « Étienne, puis-je entrer ?» Je me tournai vers Nathalie. Elle était assise sur le canapé avec Lucas dans les bras, fixant sa mère. Hocha lentement la tête. Michel entra, regarda autour d'elle. L'appartement lumineux, spacieux, bien meublé. Le berceau dans le coin, les jouets, les photos de Lucas sur les étagères. Elle s'approcha de Nathalie, regarda son petit-fils pour la première fois. « Il est beau », dit-elle, avec des larmes dans les yeux. Nathalie ne répondit pas. Michel resta silencieuse un moment, puis soudainement tomba à genoux devant sa fille. « Pardonne-moi », dit-elle en pleurant. « J'ai tout gâché. J'ai voulu te protéger, mais je t'ai fait du mal. J'ai failli détruire ta famille. J'ai vendu l'appartement par vengeance, par fierté stupide. Et tu as failli te retrouver à la rue avec un enfant à naître. » Nathalie regardait sa mère agenouillée, les larmes coulant sur ses joues. « Quand j'ai appris que vous aviez déménagé dans ce taudis en périphérie, continua Michel, j'étais satisfaite. Je pensais que tu comprendrais, que tu me supplierais de t'aider, mais tu ne m'as pas appelé. Et j'ai réalisé que je t'avais perdu. Puis j'ai su pour le nouveau travail d'Étienne, pour cet appartement, pour la naissance de Lucas. Et j'ai compris quelle idiote j'avais été. » Elle leva les yeux vers moi. «
Étienne, tu as fait ce que je pensais impossible. Tu as relevé ta famille de la misère par tes propres forces, par ton talent, par ton travail. Pas en suppliant, pas en mendiant. Tu as prouvé ta valeur. Et moi j'ai juste détruit et blessé. Elle baissa à nouveau la tête. Je ne demande pas que vous m'accueilliez à nouveau dans votre vie. Je demande juste, pardonnez-moi. Pour tout. Je regardais cette femme à genoux, celle qui nous avait jetés à la rue, qui avait failli nous détruire. Et je ne ressentis pas de satisfaction, pas de joie vengeresse, juste de la pitié. « Levez-vous, Michel, dis-je calmement. Elle leva les yeux, surprise. « Levez-vous, nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes une famille. » Nathalie tendit Lucas à sa mère. « Tenez votre petit-fils, dit-elle doucement. » Michel prit le bébé dans ses bras avec des mains tremblantes, le pressa contre sa poitrine et pleura. Lucas gazouilla, toucha son visage de sa petite main. « Il vous pardonne déjà, » sourit Nathalie à travers ses larmes. Ce jour-là, nous parlâmes longtemps. Michel raconta comment elle avait regretté, comment elle avait voulu appeler 100 fois mais avait eu honte. Comment elle avait compris trop tard que ses conseils à Nathalie concernant les avortements étaient une terrible erreur. Comment elle avait failli priver sa fille du bonheur de la maternité. « Je ne peux pas défaire ce qui est fait, dit-elle, mais je peux essayer de me racheter. L'argent de la vente de l'appartement, je l'ai mis de côté pour vous, pour Lucas, pour son avenir. Éducation, études, tout ce dont il aura besoin. » Nathalie secoua la tête. « Gardez votre argent, maman. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais vous pouvez venir nous voir, connaître votre petit-fils, être sa grand-mère, si vous promettez de ne plus jamais vous mêler de notre vie. » Michel hocha la tête vigoureusement. « Je promets, je jure, plus jamais. » Et pour la première fois depuis des années, je vis une famille. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais une famille. Nathalie avec Lucas dans les bras, Michel à côté, caressant la tête de son petit-fils. Et moi, debout près de la fenêtre, regardant cette scène. 6 mois plus tard, nous achetâmes notre propre appartement. 3 pièces dans un bon quartier, près d'un parc. Prêt sur 15 ans, mais nous pouvions le permettre. Mon salaire avait encore augmenté. Nathalie avait trouvé un travail à distance en comptabilité, 4 heures par jour, pendant que Lucas dormait. Michel venait 2 fois par semaine, garder son petit-fils, aider avec le ménage. Les cicatrices du passé restaient. Parfois, je me réveillais la nuit, vérifiais instinctivement le compte en banque sur mon téléphone, calculer les réserves. Parfois, Nathalie pleurait en regardant Lucas, pensant aux 7 enfants qui auraient pu naître. Mais nous avancions, ensemble. 1 an après ma démission de la banque, je croisai par hasard Raphaël dans un café. Nous parlâmes quelques minutes. Il dit que la banque cherchait un nouveau chef du département analytique, que personne après moi n'avait donné de tels résultats. Je souris poliment. Bonne chance dans vos recherches. Je n'avais pas besoin de retourner en arrière. Mon chemin était devant moi. Le soir, je rentrais à la maison. Nathalie préparait le dîner dans la cuisine. Lucas dormait dans son berceau. Notre appartement, notre famille, notre vie que nous avions construite malgré tout. Je m'approchais de la fenêtre, regardais la ville illuminée. Quelque part là-bas vivaient des gens comme nous, il y a 1 an. Désespérés, acculés, ne voyant pas d'issue. Je voulais leur dire, ne renoncez pas. Cherchez des solutions, pas des excuses. Croyez en vous, pas dans les circonstances. Travaillez sur vous-même, pas sur les autres. Et surtout, la famille n'est pas une prison, c'est une forteresse. Mais seulement si vous la construisez ensemble, pas les uns contre les autres. Lucas se réveilla et pleura. Nathalie sortit de la cuisine, le prit dans ses bras. Je m'approchai, embrassai ma femme, caressai la tête de mon fils. Ma famille, mon bonheur, conquis non par le contrôle ou la force, mais par le travail, la patience et l'amour, exactement comme il se devait.